As-tu déjà remarqué comment certaines personnes commandent le respect sans jamais élever la voix? Comment leur simple présence impose une autorité naturelle que d'autres cherchent désespérément à obtenir par la force ou la manipulation? Il existe un silence qui pèse plus lourd que 1000 mots vides, une façon de parler qui transforme instantanément la dynamique d'une conversation. Ce n'est pas une question de charisme inné ou de technique rhétorique apprise dans les livres de développement personnel. C'est quelque chose de bien plus profond, quelque chose que Jung a passé sa vie à explorer dans les recoins les plus mystérieux de la psyché humaine. L'intelligence communicationnelle n'est pas une performance sociale, c'est le reflet visible d'un travail intérieur que peu osent entreprendre. Quand tu parles depuis un lieu d'intégration psychique profonde, chaque mot porte le poids de ta conscience, chaque silence révèle ta présence authentique. Les neurosciences modernes confirment ce que les psychologues de l'âme pressentaient intuitivement. Notre cerveau social décode instantanément l'authenticité ou le masque, la profondeur ou la superficialité. Matthew Lieberman a démontré que notre cerveau possède des circuits dédiés à la lecture de l'intégrité psychologique chez l'autre. Nous ne pouvons pas tromper cette perception inconsciente, aussi sophistiquée que soit notre rhétorique. Cette intelligence dans la communication ne s'acquiert pas par l'imitation de techniques ou l'apprentissage de formules magiques. Elle émerge naturellement du processus que Jung appelait l'individuation, cette longue et difficile réconciliation avec les parts refoulées de soi-même. Antonio Damasio a révélé dans ses recherches sur les marqueurs somatiques comment nos émotions profondes informent chaque décision, chaque mot que nous prononçons. Ta façon de communiquer trahit l'état de ton monde intérieur, bien plus que tu ne le crois. Chaque hésitation, chaque accélération du débit, chaque choix de vocabulaire raconte l'histoire de tes complexes non résolus, de tes blessures silencieuses, de tes mécanismes de défense minutieusement construits. Freud disait que la langue est la voie royale vers l'inconscient, et il avait raison d'une façon qu'il n'imaginait peut-être pas lui-même. Nous nous révélons totalement dans notre parole, que nous le voulions ou non. L'autorité véritable dans la communication ne vient jamais de la domination ou de la manipulation. Elle émane de celui qui a fait la paix avec sa propre complexité, qui a intégré son ombre plutôt que de la projeter sur les autres. C'est cette intégration qui crée cette qualité magnétique, cette présence qui attire naturellement l'attention et le respect. Ce voyage que je t'invite à entreprendre aujourd'hui n'est pas une collection de trucs et astuces pour impressionner ton entourage. C'est une exploration profonde de la relation entre ta psyché et ta parole, entre ton monde intérieur et ton expression extérieure. Nous allons découvrir ensemble comment la conscience de soi transforme radicalement la qualité de ta communication, comment l'intégration psychologique se manifeste dans chaque interaction. Les philosophes stoïciens, comme Sénèque, enseignaient que la sagesse se reconnaît d'abord dans la parole mesurée, dans la capacité à répondre plutôt qu'à réagir. Viktor Frankl, survivant des camps de concentration, a découvert que même dans les circonstances les plus extrêmes, la façon dont nous communiquons notre réalité intérieure peut préserver notre dignité et notre humanité. Ce que je vais te révéler va transformer à jamais ta compréhension de ce que signifie vraiment parler avec intelligence. Il ne s'agit pas de devenir plus éloquent ou plus persuasif selon les standards conventionnels. Il s'agit de devenir plus authentiquement toi-même, plus aligné avec ta vérité profonde. Et paradoxalement, c'est précisément cette authenticité qui crée l'autorité naturelle que tant de gens recherchent par des moyens artificiels. Prépare-toi à voir la communication sous un angle totalement nouveau. Un angle qui réconcilie psychologie des profondeurs, neurosciences modernes et sagesse philosophique millénaire. Le silence fait peur. Cette vérité inconfortable traverse toutes les cultures, tous les milieux sociaux, toutes les époques. Observe une conversation ordinaire et tu verras cette anxiété diffuse, ce besoin compulsif de remplir chaque espace vide avec des mots, n'importe quel mot. Les gens parlent pour ne rien dire,
enchaîne les phrases creuses, multiplie les anecdotes sans substance, uniquement pour éviter ce moment redouté où le silence s'installe. Cette peur viscérale du silence révèle quelque chose de fondamental sur notre rapport à nous-mêmes et aux autres. Jung a découvert que nous construisons une persona, un masque social, pour nous protéger du regard d'autrui, mais aussi de notre propre profondeur. Le silence menace ce masque parce qu'il crée un espace où l'authenticité pourrait émerger, où notre véritable nature pourrait se révéler. Dans le silence, nous ne pouvons plus nous cacher derrière le flot incessant des mots, derrière la performance sociale que nous avons perfectionnée depuis l'enfance. Cette vulnérabilité nous terrifie bien plus que nous ne l'admettons. Les recherches en théorie de l'attachement révèle que notre relation au silence, dans la communication, trouve ses racines dans nos premières expériences relationnelles, dans la façon dont nos émotions ont été accueillies ou ignorées. Adler a identifié quelque chose de crucial dans sa psychologie individuelle. Le sentiment d'infériorité qui habite secrètement tant d'êtres humains se manifeste particulièrement dans notre rapport au silence. Remplir le vide conversationnel devient une stratégie de compensation inconsciente, une façon de prouver notre valeur, de démontrer notre intelligence ou notre pertinence sociale. Cette compulsion révèle paradoxalement notre insécurité profonde. Plus quelqu'un parle sans cesse, moins il est en paix avec lui-même. Le silence authentique, celui qui émane d'une présence centrée plutôt que d'une absence gênée, demande une force intérieure considérable. Il faut avoir intégré suffisamment de ses propres complexes pour supporter le poids de ce vide sans paniquer. Stephen Porges, à travers sa théorie polyvagale, a démontré comment notre système nerveux autonome réagit au silence dans l'interaction sociale. Quand notre système nerveux est régulé, dans ce qu'il appelle l'état ventral vagal, le silence devient une opportunité de connexion profonde, plutôt qu'une menace. Mais quand nous sommes en état de stress, notre système nerveux sympathique s'active et le silence déclenche des réactions de fuite ou de combat, d'où cette urgence de parler pour dissiper la tension. Le silence n'est pas un vide, c'est une présence. Cette distinction change absolument tout dans notre compréhension de la communication intelligente. Jung parlait du silence comme d'un espace où l'inconscient peut s'exprimer, où les contenus profonds de la psyché trouvent leur chemin vers la conscience. Dans nos sociétés modernes saturées de bruit et de stimulation constante, nous avons perdu cette capacité d'habiter le silence avec confort et dignité. Pourtant, les personnes qui possèdent une véritable autorité naturelle sont précisément celles qui maîtrisent cet art du silence habité. Elles ne parlent pas pour combler l'anxiété ambiante. Elles parlent quand leurs paroles ajoutent quelque chose de significatif à l'échange. Matthew Lieberman a révélé dans ses recherches sur le cerveau social que notre cortex préfrontal médian s'active différemment selon que nous percevons le silence de l'autre comme une présence attentive ou comme une absence distante. Le cerveau humain est extraordinairement sensible à ces nuances subtiles. Nous détectons instantanément, au niveau inconscient, si le silence de notre interlocuteur provient d'une écoute profonde ou d'un désengagement mental. Cette perception se fait en millisecondes, bien avant que notre esprit conscient puisse l'analyser. La capacité à tolérer et même à cultiver le silence dans la conversation révèle un degré d'individuation psychologique. Celui qui a fait le travail intérieur de confrontation avec sa propre profondeur n'a plus besoin de fuir le silence. Il peut l'habiter comme un espace de rencontre authentique. Camus écrivait sur l'absurde de l'existence humaine, sur ce décalage fondamental entre notre besoin de sens et l'indifférence du monde. Dans cette perspective, parler pour ne rien dire devient la manifestation même de cet absurde, une tentative désespérée de créer du sens là où il n'y en a pas. Le silence authentique, au contraire, accepte cette condition existentielle sans chercher à la masquer derrière un bavardage consolateur. C'est une forme de courage philosophique que de pouvoir se tenir dans le silence sans céder à la panique du vide.
Cette capacité distingue radicalement ceux qui ont développé une profondeur intérieure de ceux qui restent à la surface des choses. Quand tu rencontres quelqu'un capable de silence confortable, tu rencontres quelqu'un qui a fait un certain chemin vers lui-même. Les neurosciences confirment ce que Jung pressentait intuitivement sur la fonction du silence dans la communication profonde. Richard Davidson a démontré que les pauses dans la parole permettent au cerveau de l'auditeur d'intégrer l'information à un niveau beaucoup plus profond. Sans ces espaces de silence, nos mots glissent à la surface de la conscience sans jamais pénétrer les couches profondes où se produit la véritable transformation. Le silence crée l'espace nécessaire pour que la résonance émotionnelle se produise, pour que le sens implicite derrière les mots explicites puisse être perçu et intégré. Daniel Siegel parle d'intégration neuronale, cette capacité du cerveau à créer des liens entre différentes régions pour former une compréhension cohérente. Cette intégration nécessite du temps, de l'espace, du silence. Quand nous bombardons notre interlocuteur d'un flux ininterrompu de paroles, nous court-circuitons ce processus d'intégration. Notre message peut être entendu, mais il ne sera jamais véritablement compris, jamais véritablement ressenti. L'intelligence communicationnelle comprend cette dynamique neurologique et utilise consciemment le silence comme un outil de profondeur. Mais il y a quelque chose d'encore plus mystérieux que Jung a découvert sur ceux qui maîtrisent le silence dans la communication. Il a observé dans sa pratique clinique que les individus capables d'un silence authentique manifestaient souvent des capacités d'intuition remarquables. Le silence extérieur semble créer les conditions pour une écoute intérieure plus fine, une attention aux signaux subtils qui échappent habituellement à la conscience ordinaire. Cette sensibilité accrue permet de percevoir non seulement ce qui est dit explicitement, mais aussi ce qui reste non dit, les émotions sous-jacentes, les besoins inexprimés, les vérités cachées derrière les mots de surface. C'est cette qualité d'attention qui crée l'impression d'être véritablement vu, véritablement compris. Et c'est précisément cette impression qui génère le respect et l'autorité naturelle. Les gens se sentent attirés vers ceux qui peuvent les voir dans leur totalité, qui ne se contentent pas d'attendre leur tour pour parler, mais qui sont réellement présents dans l'écoute. Le silence devient alors un acte de reconnaissance profonde, une façon de dire sans mots que l'autre mérite toute notre attention, toute notre présence. Cette forme de communication silencieuse possède un pouvoir transformateur que les mots seuls ne peuvent jamais atteindre. L'écoute véritable est devenue une compétence rare dans notre époque de distraction permanente. Nous avons tous fait l'expérience frustrante de parler à quelqu'un dont le regard se perd ailleurs, dont l'attention flotte manifestement vers d'autres préoccupations. Cette écoute de surface blesse d'une façon particulière parce qu'elle communique un message implicite de non-importance, de non-valeur. À l'inverse, quand nous rencontrons quelqu'un capable d'une écoute totale, nous ressentons quelque chose de profondément validant, presque thérapeutique. Cette qualité d'attention complète devient de plus en plus précieuse dans un monde saturé de sollicitations. Jung a passé des milliers d'heures à écouter ses patients, et il a découvert que l'écoute elle-même possède une dimension thérapeutique indépendante de toute intervention ou interprétation. Simplement être écouté avec cette qualité d'attention permet à l'inconscient de se déployer, au contenu refoulé de remonter à la surface, aux émotions enfouies de trouver leur expression. L'écoute profonde crée un espace de sécurité psychologique, où la vérité peut émerger sans crainte de jugement ou de rejet. Freud a révélé quelque chose de troublant sur la nature de notre écoute. Nous n'entendons jamais vraiment l'autre de façon objective. Nous entendons toujours à travers le filtre de nos propres projections inconscientes. Quand quelqu'un nous parle, notre psyché active immédiatement des associations, des souvenirs, des émotions qui colorent notre perception de ce qui est dit. Ces projections sont inévitables, elles font partie intégrante du fonctionnement psychique humain. Mais la différence entre une écoute superficielle et une écoute profonde réside dans la conscience de ces projections. Celui qui a fait un certain travail d'introspection peut reconnaître quand il projette ses propres contenus inconscients sur les paroles de l'autre.
Cette conscience permet un retrait progressif de la projection, une capacité à entendre l'autre dans sa singularité plutôt qu'à travers nos propres filtres déformants. Ce processus demande une humilité intellectuelle considérable, une disposition à remettre en question constamment nos certitudes sur ce que l'autre veut vraiment dire. La plupart des malentendus et des conflits relationnels trouvent leur source dans cette incapacité à distinguer entre ce que l'autre dit réellement et ce que nous projetons sur ses paroles. Daniel Siegel a démontré dans ses recherches sur la neurobiologie interpersonnelle comment l'écoute empathique produit des changements mesurables dans le cerveau, tant chez celui qui écoute que chez celui qui est écouté. L'intégration neuronale se produit à travers la résonance entre deux systèmes nerveux en interaction profonde. Nos neurones miroirs s'activent, créant une forme de simulation interne de l'expérience de l'autre. Cette simulation neurologique est la base biologique de l'empathie, cette capacité à ressentir ce que l'autre ressent. Mais pour que ce processus se déploie pleinement, il faut une qualité d'attention soutenue, une présence qui ne vacille pas au premier inconfort. L'écoute superficielle active à peine ses circuits neuronaux, elle reste à la surface cognitive sans jamais atteindre la profondeur émotionnelle où la véritable connexion se produit. Lisa Feldman Barrett explique dans sa théorie de la construction des émotions que notre cerveau prédit constamment ce que l'autre va dire ou ressentir, basé sur nos expériences passées. Ces prédictions peuvent faciliter la compréhension, mais aussi créer des angles morts, des zones où nous cessons d'écouter vraiment parce que nous croyons déjà savoir. Jung disait que l'écoute véritable demande une capacité à accueillir l'ombre de l'autre sans jugement ni rejet. L'ombre représente tous ces aspects de nous-mêmes que nous avons refoulés parce qu'ils ne correspondaient pas à l'image que nous voulions projeter. Quand quelqu'un commence à exprimer ses parts d'ombre, ses doutes, ses peurs, ses aspects moins glorieux, notre réaction instinctive est souvent de minimiser, de rassurer rapidement ou de changer de sujet. Cette réaction protège notre propre confort psychologique, mais ferme l'espace de l'écoute profonde. Accueillir l'ombre de l'autre sans se sentir menacé demande d'avoir fait la paix avec sa propre ombre, d'avoir intégré suffisamment ses propres parts refoulées pour ne plus être déstabilisé par celles des autres. C'est là que réside la véritable maturité émotionnelle dans la communication. Celui qui peut rester présent et ouvert face à la complexité psychologique de l'autre, sans chercher à la simplifier ou à la résoudre prématurément, offre un cadeau rare et précieux. Cette forme d'écoute permet à l'autre de se découvrir lui-même à travers sa propre parole, de donner forme à des expériences intérieures encore confuses. Maintenant, voici ce que cette compréhension de l'écoute révèle sur nos propres complexes inconscients. La façon dont tu écoutes ou dont tu n'écoutes pas raconte l'histoire de tes blessures relationnelles précoces. Si tu interromps constamment, tu révèles peut-être un besoin non résolu d'être entendu toi-même, une privation affective ancienne qui continue de crier silencieusement. Si tu offres immédiatement des solutions avant de vraiment comprendre, tu montres peut-être un inconfort face aux émotions difficiles, une programmation inconsciente qui dit que les problèmes doivent être résolus plutôt que ressentis. Si ton attention dérive rapidement, tu manifestes peut-être une forme de fuite face à l'intimité véritable, une peur inconsciente de la connexion profonde qui pourrait te rendre vulnérable. Ces patterns ne sont pas des défauts moraux, ce sont des stratégies de survie psychique développées dans des contextes où l'écoute authentique n'était pas disponible. Prendre conscience de ces mécanismes est le premier pas vers leur transformation. L'application pratique de cette conscience est d'observer tes propres résistances à l'écoute profonde, de remarquer quand tu décroches mentalement, quand tu prépares ta réponse au lieu de continuer à écouter, quand tu ressens l'urgence d'intervenir plutôt que de laisser l'espace se déployer. Sénèque enseignait que l'écoute est un exercice de sagesse pratique, une discipline spirituelle autant qu'une compétence sociale. Dans la philosophie stoïcienne, la sagesse ne réside pas dans l'accumulation de connaissances, mais dans la qualité de notre attention au réel, à ce qui est plutôt qu'à ce que nous voudrions qu'il soit. Écouter profondément,
C'est accepter la réalité de l'expérience de l'autre sans chercher immédiatement à la modifier ou à l'améliorer. C'est une forme d'amour désintéressé, un don de présence sans agenda caché. Marco Aurelio écrivait dans ses méditations que la qualité de notre vie dépend de la qualité de nos pensées, mais cette qualité dépend elle-même de notre capacité à percevoir avec clarté plutôt qu'à travers nos filtres habituels. L'écoute devient alors une pratique de libération, une façon de nous affranchir progressivement de nos projections compulsives. Chaque moment d'écoute véritable est une victoire sur l'ego, sur ce besoin constant de ramener toute conversation à soi-même, de trouver dans les paroles de l'autre un prétexte pour parler de sa propre expérience. Cette forme d'écoute désintéressée crée naturellement une autorité morale, un respect qui ne peut jamais être obtenu par la force ou la manipulation. Ce que les neurosciences révèlent sur le cerveau de ceux qui écoutent vraiment va transformer ta compréhension de la communication profonde. Les recherches de Matthew Lieberman montrent que notre cerveau possède deux réseaux qui fonctionnent en alternance. Le réseau de mentalisation, actif quand nous pensons aux états mentaux d'autrui, et le réseau analytique, actif quand nous résolvons des problèmes abstraits. L'écoute superficielle bascule rapidement vers le réseau analytique. Nous nous mettons à analyser, à catégoriser, à préparer notre réponse. L'écoute profonde maintient actif le réseau de mentalisation, cette capacité à rester en contact avec l'expérience subjective de l'autre. Cette différence neurologique explique pourquoi certaines conversations nous laissent épuisés et insatisfaits, tandis que d'autres nous nourrissent profondément. La véritable écoute active des régions cérébrales, associées à l'empathie, à la régulation émotionnelle, à l'intégration d'expériences complexes. Elle transforme littéralement notre cerveau, créant de nouvelles connexions neuronales qui augmentent notre capacité future d'attention et de présence. C'est une neuroplasticité positive, une évolution de notre architecture cérébrale vers plus de sensibilité et de profondeur. Mais voici ce que la plupart ignorent. Cette transformation ne bénéficie pas seulement à celui qui est écouté, elle transforme aussi profondément celui qui écoute. La confusion dans la pensée se manifeste toujours par la confusion dans le langage. Cette vérité implacable traverse toute l'histoire de la philosophie et de la psychologie. Observe comment quelqu'un parle de ses problèmes, et tu auras une carte précise de l'organisation de sa psyché. Les phrases vagues, les généralisations excessives, les contradictions non reconnues, tout cela révèle un manque de clarté intérieure, une absence de structure psychique cohérente. Jung a démontré tout au long de sa carrière clinique que le processus d'individuation s'accompagne nécessairement d'une clarification progressive du langage. Au fur et à mesure que nous intégrons nos complexes, que nous clarifions nos valeurs, que nous comprenons nos motivations profondes, notre façon de parler devient naturellement plus précise, plus nuancée, plus consciente. Cette précision verbale n'est pas un ornement superficiel. Elle est le signe visible d'une organisation psychique croissante. Quand tu sais vraiment ce que tu penses et ce que tu ressens, tu peux le formuler clairement. Quand ta pensée reste confuse, embrouillée par des conflits non résolus ou des contradictions non intégrées, ton langage reflète inévitablement ce chaos intérieur. Le processus d'individuation, tel que Jung l'a conceptualisé, est essentiellement un processus de différenciation et d'intégration psychologique. Nous apprenons à distinguer entre ce qui vient vraiment de nous et ce qui a été intériorisé depuis l'extérieur, entre nos désirs authentiques et les attentes sociales que nous avons assimilées. Cette différenciation demande une capacité d'analyse subtile, une attention fine aux nuances de notre expérience intérieure. Et cette attention se traduit directement dans la précision de notre langage. Celui qui s'est individualisé peut dire exactement ce qu'il veut dire, sans approximation maladroite, sans généralisation qui trahissent un manque de discernement. Il peut nommer ses émotions avec précision, distinguer entre la tristesse et la mélancolie, entre la colère et la frustration, entre l'anxiété et la peur. Ces distinctions peuvent sembler académiques, mais elles sont fondamentales pour la compréhension de soi.
Chaque émotion pointe vers des besoins différents, vers des réalités psychologiques distinctes. La confusion terminologique maintient la confusion psychologique. La clarté verbale facilite la clarté intérieure. C'est un cercle vertueux que nous pouvons cultiver consciemment. Stanislas Dehaene a révélé dans ses recherches pionnières sur la conscience que le langage n'est pas simplement un outil de communication externe, il est fondamental pour l'organisation même de notre pensée consciente. Sa théorie de l'espace de travail global neuronal suggère que la conscience émerge quand l'information devient disponible pour être partagée entre différents systèmes cognitifs. Le langage facilite grandement ce partage. Il crée un format commun dans lequel des expériences diverses peuvent être comparées, intégrées, organisées. Sans la structure fournie par le langage, notre vie mentale resterait fragmentée, une succession d'impressions sensorielles et émotionnelles sans cohérence narrative. La précision verbale reflète donc directement le degré d'intégration de notre conscience. Quelqu'un qui utilise un vocabulaire riche et précis ne fait pas étalage d'érudition. Il manifeste une capacité à différencier finement les nuances de son expérience. Cette différenciation est la marque d'une conscience développée, d'une attention soutenue à la complexité du réel, plutôt qu'à des simplifications rassurantes mais inexactes. Adler a découvert quelque chose de crucial sur la relation entre le langage et le sentiment d'infériorité. Il a observé que certaines personnes développent une rhétorique sophistiquée, un discours brillant en apparence, comme stratégie de compensation pour masquer un profond sentiment d'inadéquation. Cette forme de langage possède une qualité particulière. Elle impressionne superficiellement, mais ne communique rien de substantiel. Elle crée une façade d'intelligence sans véritable profondeur. C'est du bruit verbal élégant qui remplace la véritable réflexion. Cette compensation par la rhétorique creuse se reconnaît à plusieurs signes. L'utilisation excessive de jargon technique sans nécessité réelle, les phrases alambiquées qui obscurcissent plutôt qu'elles ne clarifient, la multiplication de références culturelles ou intellectuelles qui servent à établir un statut plutôt qu'à éclairer le propos. Jung distinguait la vraie érudition, qui naît d'une curiosité authentique et d'une intégration réelle des connaissances, de l'érudition défensive qui sert principalement à protéger l'ego fragile. La précision verbale authentique possède une qualité de simplicité élégante. Elle rend les choses plus claires plutôt que plus compliquées. Viktor Frankl disait que trouver le mot juste, c'est trouver le sens. Et cette affirmation porte une profondeur philosophique souvent méconnue. Dans sa logothérapie, Frankl plaçait la recherche de sens au centre de l'expérience humaine. Cette recherche de sens passe nécessairement par le langage, par notre capacité à nommer et donc à comprendre ce qui nous arrive. Quand nous vivons des expériences difficiles, traumatiques ou simplement déroutantes, notre première tâche psychologique est de leur donner une forme verbale, de les intégrer dans notre récit personnel d'une façon qui leur confère du sens. Cette mise en mots est thérapeutique en soi, elle transforme le chaos émotionnel en expérience compréhensible. Mais cette transformation dépend entièrement de la justesse de notre vocabulaire, de notre capacité à trouver les mots qui correspondent vraiment à ce que nous avons vécu. Un mot approximatif crée une compréhension approximative. Un mot précis ouvre la porte à une compréhension profonde. C'est pourquoi les personnes qui ont traversé de grandes épreuves et qui en sont sorties transformées développent souvent une précision verbale remarquable, une capacité à nuancer qui vient de la nécessité de comprendre exactement ce qui leur est arrivé. Mais voici ce que la psychologie profonde révèle sur ceux qui parlent avec une véritable précision. Ils ne cherchent pas à impressionner, ils cherchent à être compris. Cette distinction est absolument fondamentale. Le langage précis, au service de l'ego, cherche à établir une supériorité, à créer une distance avec l'interlocuteur qui se sent diminué par sa propre incompréhension. Le langage précis, au service de la communication, cherche à créer un pont, à rendre accessible une expérience ou une idée complexe.
Cette deuxième forme de précision demande non seulement une clarté de pensée, mais aussi une sensibilité à l'autre, une capacité à ajuster son vocabulaire au niveau de compréhension de son interlocuteur sans pour autant sacrifier la nuance. C'est un équilibre délicat entre sophistication et accessibilité. Les grands communicateurs, ceux dont les paroles transforment vraiment leur audience, possèdent cette capacité de précision accessible. Ils peuvent parler de sujets complexes, avec une clarté qui illumine plutôt qu'elle n'obscurcit. Cette clarté vient d'une maîtrise profonde du sujet, mais aussi d'une humilité intellectuelle, d'une absence de besoin de se prouver supérieur. L'autorité naturelle naît de cette combinaison de profondeur et d'humilité, de précision et d'accessibilité. L'authenticité émotionnelle dans la communication est devenue paradoxalement suspecte dans notre culture moderne. Nous avons appris à nous méfier des émotions directes, à les considérer comme des signes de faiblesse ou de manque de professionnalisme. Cette méfiance s'est traduite par le développement d'un langage émotionnellement aseptisé, une façon de parler qui contourne soigneusement toute expression de vulnérabilité réelle. Nous disons que nous sommes occupés quand nous sommes épuisés, que quelque chose nous a surpris quand cela nous a profondément blessés, que nous préférons une option quand nous avons désespérément besoin de quelque chose. Ces euphémismes constants créent une distance entre ce que nous ressentons vraiment et ce que nous exprimons, une distance qui finit par nous déconnecter de notre propre réalité émotionnelle. Jung parlait de la persona comme de ce masque social que nous portons pour nous adapter aux attentes extérieures. Dans la communication, cette persona se manifeste comme une rhétorique défensive, un ensemble de formules toutes faites qui nous permettent d'interagir sans jamais vraiment nous révéler. Le problème avec ce masque est qu'il finit par devenir si automatique que nous oublions qu'il existe, nous confondons la persona avec notre véritable identité. Freud a révélé que la manipulation verbale, cette tendance à tourner autour du pot, à dire les choses de façon indirecte ou déformée, est fondamentalement un mécanisme de défense contre la vulnérabilité. Exprimer directement ce que nous ressentons ou ce que nous voulons nous expose au risque du rejet, de l'incompréhension, du jugement. Cette exposition nous terrifie à un niveau inconscient parce qu'elle active nos blessures relationnelles les plus précoces, ces moments où notre authenticité a été rejetée ou ridiculisée. Alors, nous développons des stratégies de communication indirecte. Nous apprenons à manipuler pour obtenir ce dont nous avons besoin sans avoir à le demander clairement. Cette manipulation peut prendre des formes très sophistiquées, depuis les sous-entendus subtils jusqu'aux formulations passives-agressives qui expriment un grief sans jamais l'affirmer directement. Le coût psychologique de ces stratégies est énorme. Elles nous maintiennent dans un état d'hypervigilance anxieuse, toujours en train de calculer, de deviner, d'anticiper les réactions de l'autre. Elles nous empêchent d'accéder à la simplicité relationnelle qui naît de la communication directe. Et paradoxalement, elles diminuent notre influence réelle parce que les gens sentent inconsciemment la manipulation et s'en méfient. L'intégration de l'ombre, ce processus central de la psychologie jungienne, est absolument fondamental pour développer une communication authentique. L'ombre contient tous ces aspects de nous-mêmes que nous avons jugés inacceptables et refoulés hors de la conscience. Ces aspects refoulés ne disparaissent pas. Ils continuent d'opérer dans l'obscurité, influençant notre comportement de façon que nous ne comprenons pas. Dans la communication, l'ombre non intégrée se manifeste par des projections constantes. Nous attribuons aux autres les qualités ou les défauts que nous refusons de reconnaître en nous-mêmes. Elle se manifeste aussi par une rigidité défensive, une incapacité à admettre nos erreurs ou nos limites parce que cela activerait ces parts de nous que nous avons tant travaillé à nier. Le travail d'intégration de l'ombre nous permet progressivement de retirer ces projections, de reconnaître notre propre complexité sans nous juger sévèrement. Cette reconnaissance crée une liberté nouvelle dans la communication. Nous pouvons admettre nos doutes, nos peurs, nos erreurs, sans que cela menace notre sens d'identité. Cette vulnérabilité consciente possède un pouvoir transformateur dans les relations. Elle autorise l'autre à être également humain et imparfait.
Lisa Feldman Barrett a démontré dans ses recherches révolutionnaires sur les émotions que notre cerveau détecte l'incongruence émotionnelle avec une précision remarquable. Quand il y a un décalage entre les mots que quelqu'un prononce et les signaux émotionnels non-verbaux qu'il émet, notre cerveau le remarque instantanément même si nous n'en sommes pas consciemment aware. Cette détection crée un sentiment vague de malaise, d'inauthenticité qui mine la confiance et le respect. C'est pourquoi la manipulation verbale, aussi sophistiquée soit-elle, finit toujours par échouer à créer une véritable autorité ou une influence durable. Les gens peuvent ne pas être capables d'articuler exactement ce qui sonne faux, mais ils le sentent viscéralement. Le cerveau prédit constamment ce qui devrait venir ensuite dans une interaction sociale, basée sur des millions d'expériences passées. Quand les mots ne correspondent pas aux prédictions émotionnelles, une alarme silencieuse se déclenche. À l'inverse, quand il y a congruence parfaite entre le contenu verbal et l'expression émotionnelle, le cerveau se détend. Il peut faire confiance au signal reçu. Cette congruence est ce que nous percevons comme authenticité. Et c'est précisément ce qui crée l'impact communicationnel profond. L'application pratique de cette compréhension commence par l'observation de nos propres mécanismes de défense verbaux. Commence à remarquer quand tu utilises des formulations indirectes pour dire quelque chose que tu pourrais exprimer directement. Observe les moments où tu minimises intentionnellement tes émotions pour paraître plus contrôlé ou plus rationnel. Prête attention aux situations où tu dis oui alors que tu veux dire non, où tu prétends que quelque chose ne te dérange pas alors qu'en réalité, cela te blesse. Ces petites trahisons de ton authenticité s'accumulent. Elles créent une distance progressive entre qui tu es vraiment et qui tu prétends être. Cette distance finit par devenir si habituelle que tu ne la remarques même plus, mais elle te coûte énormément en énergie psychique et en possibilité de connexion réelle. L'exercice n'est pas de devenir brutalement honnête au point de blesser les autres, mais de trouver des façons de communiquer ta vérité avec compassion et clarté. Cette authenticité respectueuse demande plus de courage que la manipulation, mais elle construit quelque chose de réel, des relations basées sur la vérité mutuelle plutôt que sur des faux semblants épuisants. Lequel de ces patterns résonne le plus profondément en toi? Partage ta réflexion en commentaire. J'aimerais connaître ton expérience de ces mécanismes de défense dans ta propre communication. Prendre conscience de ces dynamiques est le premier pas vers une transformation profonde. Marco Aurelio écrivait que nous devons apprendre à parler selon notre nature authentique, plutôt que selon ce que nous croyons que les autres veulent entendre. Cette sagesse stoïcienne reconnaît que l'alignement entre notre nature profonde et notre expression extérieure est source de paix intérieure et de force morale. Quand nous trahissons constamment notre vérité pour plaire ou pour manipuler, nous créons une fragmentation intérieure qui nous affaiblit progressivement. La persona devient une prison plutôt qu'un outil d'adaptation sociale. L'autorité naturelle ne peut jamais émerger de cette fragmentation. Elle requiert au contraire une intégrité psychologique, un état où nos différentes parts fonctionnent en harmonie plutôt qu'en conflit. Cette harmonie se ressent dans notre communication. Elle crée une qualité de présence stable et fiable qui inspire naturellement le respect. Les gens peuvent ne pas toujours être d'accord avec quelqu'un qui parle depuis son authenticité, mais ils respectent cette cohérence, cette absence de double discours. Et c'est ce respect, basé sur la reconnaissance d'une intégrité réelle, qui constitue la base de toute autorité durable. Et c'est là que les recherches d'Antonio Damasio révèlent quelque chose de vraiment troublant sur la relation entre émotion et cognition dans la communication. Pendant longtemps, la culture occidentale a valorisé une forme de rationalité pure, détachée des émotions, comme idéal de la pensée et de la communication. Damasio a démontré que cette conception est neurologiquement impossible et psychologiquement destructrice. Ses études sur des patients avec des lésions dans les régions cérébrales liées à l'émotion ont montré que sans accès aux marqueurs somatiques émotionnels, ces personnes devenaient incapables de prendre des décisions adaptées, même avec leurs capacités cognitives intactes.
Les émotions ne sont pas l'opposé de la raison, elles en sont le fondement nécessaire. Elles nous fournissent l'évaluation rapide de la signification personnelle des situations, sans laquelle nous serions paralysés par un excès d'options théoriques. Dans la communication, cette vérité neurologique signifie que les messages purement rationnels, dépourvus de toute résonance émotionnelle, n'ont presque aucun pouvoir de persuasion ou de transformation. Nous sommes des êtres émotionnels qui pensent, pas des machines pensantes qui éprouvent occasionnellement des émotions. Le timing dans la communication est une dimension souvent négligée, mais absolument cruciale pour l'impact de nos paroles. Nous avons tous fait l'expérience frustrante de dire la bonne chose au mauvais moment, ou d'attendre trop longtemps pour exprimer quelque chose qui avait besoin d'être dit immédiatement. Cette sensibilité temporelle dans la communication révèle un niveau de conscience sociale sophistiqué, une capacité à lire la dynamique émotionnelle d'une situation et à calibrer notre intervention en conséquence. Jung parlait de synchronicité, ces coïncidences significatives qui semblent défier les lois du hasard. Dans la communication, il existe une forme de synchronicité quand le bon mot arrive exactement au bon moment, quand notre intervention atterrit avec une justesse qui semble presque miraculeuse. Cette synchronicité n'est jamais vraiment un hasard. Elle résulte d'une attention profonde à la dynamique subtile de l'échange, d'une sensibilité au rythme naturel de la conversation. Les personnes qui possèdent ce sens du timing ne réfléchissent pas consciemment à chaque intervention. Elles ont développé une intuition relationnelle qui guide leurs paroles de façon presque automatique. Ce timing inconscient dans la communication trouve ses racines dans notre système nerveux et dans nos expériences relationnelles précoces. Joseph Ledoux a révélé comment l'amygdale, cette structure cérébrale centrale dans le traitement émotionnel, réagit en millisecondes aux signaux sociaux, bien avant que notre cortex préfrontal puisse les analyser consciemment. Cette réactivité rapide nous permet de détecter instantanément les changements subtils dans l'atmosphère émotionnelle d'une conversation, les moments où la tension monte, où l'ouverture se crée, où le danger se profile. Les personnes qui ont grandi dans des environnements émotionnellement imprévisibles développent souvent une hypervigilance à ces signaux, une capacité de détection presque surnaturelle des changements d'humeur chez les autres. Cette sensibilité peut être épuisante quand elle reste inconsciente et réactive, mais transformée en awareness consciente, elle devient un atout communicationnel majeur. Elle permet d'intervenir au moment de maximum réceptivité, d'éviter les moments où notre message serait rejeté ou mal compris malgré sa pertinence. Stephen Porges, à travers sa théorie polyvagale révolutionnaire, a démontré que notre système nerveux autonome joue un rôle fondamental dans notre capacité de timing communicationnel. Quand notre système nerveux est dans l'état ventral vagal, cet état de sécurité sociale et d'engagement, nous avons accès à notre pleine capacité de perception sociale subtile. Nous pouvons lire les micro-expressions faciales, détecter les variations tonales, sentir les changements énergétiques dans une interaction. Notre timing naturel fonctionne de façon optimale. Mais quand notre système nerveux bascule en mode sympathique, mobilisé pour la fuite ou le combat, ou pire, en mode dorsal vagal de sidération, nous perdons cette sensibilité fine. Nos interventions deviennent maladroites, mal calibrées, nous parlons trop vite ou trop lentement, nous interrompons ou nous hésitons au mauvais moment. Cette dysrégulation du système nerveux explique pourquoi le même individu peut manifester une intelligence relationnelle remarquable dans certains contextes et une maladresse frustrante dans d'autres. Ce n'est pas un manque de compétences fondamentales, c'est l'état de notre système nerveux qui fait la différence. Le rythme de notre parole communique souvent plus que le contenu de nos mots. Un débit rapide et pressé signale anxiété, insécurité, besoin de convaincre avant que l'autre ne se ferme. Un rythme lent et mesuré communique confiance, réflexion, absence de peur du silence ou du jugement. Ces variations rythmiques sont largement inconscientes. Elles reflètent directement l'état de notre système nerveux et de notre psyché.
Apprendre à moduler consciemment notre rythme verbal demande d'abord de développer une conscience de nos patterns habituels. Tends-tu à accélérer quand tu es nerveux, à ralentir jusqu'à l'hésitation quand tu manques de confiance en ce que tu dis? Ces patterns ne sont ni bons ni mauvais en soi, mais ils communiquent des messages que nous n'avons peut-être pas l'intention d'envoyer. La maîtrise du rythme verbal permet d'aligner notre expression avec notre intention, de créer l'impact communicationnel que nous désirons plutôt que de subir les manifestations automatiques de notre état interne. La synchronicité jungienne dans la communication se manifeste aussi dans ces moments où nous disons exactement ce que l'autre avait besoin d'entendre, sans avoir consciemment planifié cette intervention. Ces moments de justesse parfaite créent une impression de profonde compréhension mutuelle, comme si nous pouvions lire dans l'esprit de l'autre. Jung suggérait que ces synchronicités révèlent l'existence d'un inconscient collectif, un niveau de psyché partagé qui permet des résonances qui transcendent la communication explicite. Sans nécessairement adhérer à toute la théorie jungienne, nous pouvons reconnaître que certaines formes de compréhension se produisent au-delà du contenu verbal manifeste. Nos cerveaux communiquent à travers de multiples canaux simultanés. Le contenu sémantique des mots, bien sûr, mais aussi les patterns prosodiques, les micro-expressions faciales, la posture corporelle, les variations énergétiques subtiles. Cette communication multicouche crée des possibilités de résonance profonde quand tous ces canaux s'alignent dans une direction cohérente. Albert Camus écrivait sur l'importance du moment présent, sur la nécessité d'être pleinement là, dans chaque instant, plutôt que de se perdre dans le regret du passé ou l'anxiété du futur. Cette présence existentielle est absolument fondamentale pour le timing communicationnel. Quand notre esprit vagabonde, planifiant déjà ce que nous allons dire ensuite ou ressassant ce qui vient d'être dit, nous perdons le contact avec le moment actuel où se déploie la conversation réelle. Cette perte de contact crée inévitablement un décalage temporel dans nos interventions. Nous répondons à ce qui a été dit il y a 3 phrases plutôt qu'à ce qui est présent maintenant. La cultivation de la présence, cette capacité à rester ancré dans l'instant qui se déploie, demande une pratique intentionnelle. Elle requiert de lâcher notre besoin de contrôler la conversation, de briller par notre intelligence, de gagner un débat. Elle nous demande simplement d'être là, pleinement disponible à ce qui émerge dans l'espace partagé de la communication. Cette disponibilité présente crée naturellement le bon timing. Nos interventions s'alignent organiquement avec le flot de l'échange. Ce que Richard Davidson a découvert sur la neuroplasticité de la communication va changer ta façon de comprendre le développement de cette compétence. Pendant longtemps, on a cru que nos patterns communicationnels étaient largement fixés par nos expériences d'enfance, une sorte de programmation précoce impossible à modifier fondamentalement. Davidson a démontré que le cerveau adulte conserve une plasticité remarquable, une capacité à créer de nouvelles connexions neuronales et à modifier les patterns établis. Cette neuroplasticité signifie que même si tu as développé des habitudes communicationnelles dysfonctionnelles, tu peux les transformer à tout âge. Chaque fois que tu choisis consciemment de ralentir ton débit, de prendre une pause avant de répondre, d'écouter vraiment plutôt que de préparer ta réplique, tu renforces de nouvelles voies neuronales. Avec la répétition, ces nouvelles voies deviennent progressivement aussi automatiques que les anciennes. La transformation ne se produit pas du jour au lendemain, elle demande de la pratique délibérée et de la patience. Mais elle est absolument possible. Ton cerveau est constamment en train de se recabler, basé sur ce que tu fais répétitivement. Tu as le pouvoir de diriger consciemment ce recablage vers plus d'intelligence communicationnelle. Le conflit verbal révèle nos parts les plus primitives, ces structures psychologiques et neurologiques qui se sont développées pour assurer notre survie immédiate dans des contextes de menace. Quand nous nous sentons attaqués, critiqués ou incompris, notre amygdale s'active instantanément, déclenchant une cascade de réactions physiologiques et psychologiques conçues pour nous protéger. Le rythme cardiaque s'accélère, les muscles se tendent,
Le flux sanguin se détourne du cortex préfrontal vers les structures plus primitives du cerveau. Dans cet état, notre capacité de pensée nuancée, de régulation émotionnelle et de communication constructive diminue drastiquement. Nous basculons en mode réactif où les mots jaillissent sans filtrage conscient, souvent avec une agressivité ou une défensivité que nous regretterons plus tard. Cette réactivité n'est pas un défaut moral, c'est une réaction neurobiologique programmée par des millions d'années d'évolution. Mais dans le contexte social moderne, cette programmation archaïque crée plus de problèmes qu'elle n'en résout. La menace que représente un désaccord verbal n'est pas une menace physique réelle, mais notre cerveau primitif ne fait pas toujours cette distinction. Freud a démontré dans sa théorie structurale de la personnalité que la réactivité verbale agressive est l'expression directe du ça, cette instance psychique qui opère selon le principe de plaisir immédiat sans considération pour les conséquences. Le ça veut décharger immédiatement la tension émotionnelle créée par la frustration ou la menace perçue. Il cherche à blesser en retour quand il se sent blessé, à dominer quand il se sent dominé. Cette réactivité du ça est naturelle et universelle, mais elle est également destructrice des relations et de notre propre bien-être à long terme. L'ego et le surego, les autres instances de la personnalité dans le modèle freudien, sont censés moduler et civiliser ces impulsions primitives, mais sous stress intense, leur capacité régulatrice s'effondre et le ça prend le contrôle de notre comportement verbal. Les mots que nous lançons dans ces moments de réactivité maximale sont souvent ceux que nous ne pourrons jamais vraiment retirer, ceux qui créent des blessures relationnelles durables. La conscience de cette dynamique ne l'empêche pas nécessairement, mais elle crée au moins la possibilité d'une pause, d'un moment entre l'impulsion et l'action où le choix devient possible. Jung voyait le conflit extérieur comme le reflet d'un conflit intérieur non résolu. Quand nous réagissons avec une intensité disproportionnée à une critique ou à un désaccord, c'est souvent parce que cette critique active un complexe psychologique, une zone sensible, où nous doutons nous-mêmes de notre valeur ou de notre compétence. La projection joue un rôle majeur dans ces conflits. Nous attribuons à l'autre des intentions malveillantes qui reflètent en réalité nos propres parts d'ombre non intégrées. Quelqu'un qui a intégré sa propre agressivité, qui a reconnu et accepté cette part de lui-même, ne sera pas déclenché par l'agressivité de l'autre de la même façon. Il peut la reconnaître pour ce qu'elle est, souvent une manifestation de souffrance ou d'insécurité, sans se sentir personnellement menacé. Cette capacité à ne pas prendre les réactions de l'autre personnellement, à maintenir une distance psychologique saine même dans le conflit, représente un niveau avancé de maturité émotionnelle. Elle demande d'avoir suffisamment travaillé sur ses propres blessures narcissiques pour ne plus avoir besoin de défendre compulsivement son ego contre toute menace perçue. Richard Davidson a prouvé que la neuroplasticité permet de transformer radicalement notre réactivité émotionnelle. Ces études sur les méditants de longue date ont montré des changements structuraux dans leur cerveau, particulièrement dans les régions liées à la régulation émotionnelle. Ces pratiquants manifestent une capacité remarquable à rester calmes et centrés même face à des stimuli qui déclencheraient une réaction de stress intense chez la plupart des gens. Cette transformation n'est pas le résultat d'une suppression ou d'un refoulement des émotions, mais d'une relation différente à celle-ci. Ils ressentent les émotions pleinement, mais ne sont plus complètement identifiés à elles. Ils peuvent observer leur propre réactivité avec une certaine distance consciente. Cette capacité métacognitive, cette conscience de la conscience, crée un espace entre l'impulsion émotionnelle et la réponse comportementale. Dans cet espace réside la liberté, la possibilité de choisir comment nous allons répondre, plutôt que de réagir automatiquement. Daniel Siegel appelle cela l'intégration neuronale, cette capacité à maintenir une connexion entre les structures cérébrales primitives et les régions préfrontales, même sous stress. Sénèque enseignait que la sagesse consiste à répondre depuis la raison plutôt que depuis la passion, mais sa conception de la raison était beaucoup plus nuancée que la rationalité froide souvent valorisée aujourd'hui.
Pour les stoïciens, la raison incluait la compréhension profonde de la nature humaine, la reconnaissance de nos limites et de nos vulnérabilités. Répondre depuis cette raison sage signifie reconnaître que l'agression de l'autre vient presque toujours de sa propre souffrance, que ses mots blessants révèlent ses propres blessures non guéries. Cette compréhension ne justifie pas le comportement abusif, mais elle nous permet de ne pas y réagir de façon qui perpétue le cycle de blessures mutuelles. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations personnelles qu'il se rappelait chaque matin que les gens qu'il rencontrerait seraient parfois grossiers, ingrats ou agressifs, non par malice fondamentale, mais par ignorance de ce qui est bon. Cette perspective crée une forme de compassion désengagée, une capacité à maintenir notre propre centre même face à l'hostilité externe. L'application pratique de cette sagesse commence par le développement d'une conscience de nos propres signaux de réactivité émotionnelle. Apprends à reconnaître les sensations physiques qui précèdent tes explosions verbales. La chaleur qui monte dans ta poitrine, la tension dans ta mâchoire, l'accélération de ton rythme cardiaque. Ces signaux somatiques sont des alertes précoces, des opportunités d'intervention avant que la réactivité ne prenne complètement le contrôle. Quand tu remarques ces signaux, crée intentionnellement une pause. Respire profondément quelques fois, permettant à ton système nerveux de commencer à se réguler. Cette pause peut sembler une éternité, mais elle dure généralement quelques secondes seulement, et elle peut faire la différence entre une escalade destructrice et une résolution constructive. Dans cet espace de pause, tu peux te rappeler tes valeurs profondes, ce qui compte vraiment pour toi dans cette relation ou cette situation. Tu peux choisir de répondre d'une façon alignée avec ces valeurs, plutôt que de réagir automatiquement depuis la blessure ou la peur. Combien de ces patterns as-tu reconnus dans ta propre psyché? Écris ton nombre en commentaire. C'est important de prendre conscience de ces mécanismes automatiques qui gouvernent notre communication sous stress. Mais il existe une dimension encore plus profonde que Boris Cyrulnik a révélée dans ses travaux sur la résilience et la communication dans les contextes traumatiques. Cyrulnik a montré comment les mots peuvent soit retraumatiser, soit faciliter la guérison, selon la façon dont ils sont prononcés et reçus. Dans le conflit, nous avons le pouvoir de créer un espace de sécurité suffisant pour que la véritable communication devienne possible, ou de détruire totalement cette possibilité par notre réactivité. Ce pouvoir vient avec une responsabilité immense. Chaque fois que nous choisissons de répondre avec sagesse plutôt que de réagir avec violence, nous créons un pattern neurologique différent. Nous enseignons à notre cerveau et potentiellement au cerveau de l'autre qu'une autre façon est possible. Cyrulnik appelle cela la résilience relationnelle, cette capacité à maintenir ou à restaurer le lien même après une rupture, un conflit ou une blessure. Cette résilience ne vient pas de l'évitement du conflit, mais de notre façon de le traverser, de transformer le désaccord en opportunité de compréhension plus profonde plutôt qu'en guerre d'ego destructrice. L'autorité naturelle dans la communication représente peut-être le plus grand paradoxe de tout ce que nous avons exploré ensemble. Elle ne peut jamais être obtenue en la cherchant directement, en essayant de paraître autoritaire ou en adoptant des techniques de domination verbale. L'autorité véritable émane de quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose que Jung a passé sa vie à étudier et à faciliter chez ses patients. Et cette autorité est la manifestation visible de l'individuation psychologique, ce processus par lequel nous devenons vraiment nous-mêmes, en intégrant toutes nos parts fragmentées en un tout cohérent. Quand quelqu'un a fait ce travail intérieur de réconciliation avec sa totalité, quand il a reconnu et intégré son ombre plutôt que de la projeter sur les autres, quand il a différencié son identité authentique des rôles sociaux qu'il joue, quelque chose d'indéfinissable mais de puissant émerge. Cette présence intégrée commande naturellement le respect, parce qu'elle manifeste une rareté, une cohérence psychologique que nous reconnaissons tous inconsciemment comme précieuse. Les gens se sentent instinctivement attirés vers cette qualité d'être, même s'ils ne peuvent pas nécessairement expliquer pourquoi.
Jung révélait que l'autorité véritable émane de celui qui a intégré sa totalité psychique, qui a fait la paix avec ses contradictions internes plutôt que de les nier ou de les combattre. Cette intégration ne signifie pas la perfection, elle signifie l'honnêteté avec soi-même et avec les autres. Quelqu'un qui peut reconnaître ses erreurs sans s'effondrer psychologiquement, qui peut admettre ses limites sans se sentir diminué, qui peut changer d'avis face à de nouvelles informations sans voir cela comme une faiblesse, possède une force que l'ego rigide ne pourra jamais atteindre. Cette force flexible, cette capacité à être vulnérable sans être fragile, crée une forme d'autorité qui ne repose pas sur la domination, mais sur l'authenticité. C'est l'autorité de celui qui n'a plus besoin de prouver sa valeur parce qu'il la connaît intimement, qui n'a plus besoin de contrôler les autres parce qu'il se fait suffisamment confiance. Cette autorité intérieure se traduit naturellement dans la communication par une absence de défensivité excessive, par une capacité à écouter vraiment les critiques et à en extraire la vérité utile sans se sentir détruit par elle. Adler avait compris que le besoin de domination verbale, cette compulsion à gagner chaque débat, à avoir toujours raison, à écraser l'argument de l'autre, révèle paradoxalement une profonde insécurité. Ce besoin compulsif de supériorité vient d'un sentiment d'infériorité non résolu, d'un doute fondamental sur sa propre valeur qui cherche constamment des confirmations externes. La personne vraiment confiante n'a pas besoin de démontrer sa supériorité intellectuelle à chaque occasion. Elle peut laisser l'autre avoir raison. Elle peut reconnaître la validité d'un point de vue différent sans se sentir menacée. Cette sécurité intérieure libère une énergie considérable qui était auparavant consacrée à la défense constante de l'ego. Adler enseignait que le dépassement du complexe d'infériorité ne se fait pas par la compensation excessive, par cette course à la supériorité qui ne finit jamais, mais par le développement du sentiment social, cette capacité à se sentir connecté aux autres et à contribuer au bien commun. Cette connexion donne un sens à notre existence qui ne dépend pas de notre position dans une hiérarchie compétitive. Matthew Lieberman a montré dans ses recherches pionnières sur les neurosciences sociales que notre cerveau possède des mécanismes sophistiqués pour détecter l'intégrité psychologique chez les autres. Nous évaluons constamment, au niveau inconscient, si les signaux que nous recevons de quelqu'un sont cohérents entre eux. Quand il y a alignement entre les mots, le ton vocal, les expressions faciales, la posture corporelle et l'énergie globale de la personne, notre cerveau enregistre cette cohérence comme un signal de fiabilité. Cette perception de fiabilité crée naturellement le respect et la confiance, les fondements de toute autorité durable. À l'inverse, quand nous détectons des incohérences, même subtiles, entre ces différents canaux de communication, notre cerveau déclenche une réaction de méfiance. Cette méfiance peut ne jamais devenir consciente, mais elle influence profondément notre réaction à cette personne et à son message. C'est pourquoi l'authenticité, cette congruence parfaite entre l'intérieur et l'extérieur, possède un tel pouvoir communicationnel. Elle satisfait les critères neurologiques de fiabilité que notre cerveau recherche instinctivement. L'application finale de tout ce que nous avons exploré se résume à ceci. Apprends à parler depuis ton self intégré plutôt que depuis ton ego fragmenté. Le self, dans la terminologie jungienne, représente la totalité de ta psyché, le centre organisateur qui transcende et inclut l'ego conscient. Parler depuis le self signifie parler depuis un lieu de complétude intérieure, avec awareness de tes motivations, de tes blessures, de tes forces et de tes limites. Cette parole possède une qualité différente de la communication égoïque qui cherche constamment à se protéger, à s'agrandir, à se prouver. La parole depuis le self est simple, directe, honnête sans être brutale, forte sans être dominatrice. Elle ne cherche pas à impressionner, mais à communiquer véritablement, à créer une connexion réelle plutôt qu'à maintenir une façade. Cette transformation de la communication ne se produit pas en un jour. Elle accompagne et reflète le processus global d'individuation psychologique.
Chaque pas vers une plus grande intégration intérieure se manifeste naturellement dans une communication plus authentique et plus puissante. Viktor Frankl enseignait que communiquer avec sens transforme non seulement celui qui reçoit le message, mais aussi celui qui le donne. Quand nous parlons avec l'intention véritable de contribuer, d'éclairer, de connecter, plutôt qu'avec l'intention de dominer ou de briller, nous participons à quelque chose de plus grand que notre ego individuel. Cette participation crée un sens profond, une satisfaction qui ne vient jamais de la simple victoire rhétorique ou de l'admiration forcée. Frankl a découvert dans les conditions extrêmes des camps de concentration que même là, la capacité à communiquer sa réalité intérieure avec dignité et authenticité permettait de préserver son humanité. Si cette capacité a pu survivre dans ces circonstances ultimes, imagine son pouvoir dans nos vies quotidiennes. Chaque conversation devient une opportunité de manifester notre humanité la plus profonde, de créer du sens à travers la connexion authentique. Cette perspective transforme radicalement notre approche de la communication, la faisant passer d'une performance à optimiser à une rencontre humaine à honorer. Maintenant tu comprends pourquoi certaines paroles résonnent pour toujours dans notre mémoire, tandis que des discours entiers s'évaporent sans laisser de traces. Ce n'est pas une question d'éloquence technique ou de sophistication rhétorique, c'est une question de profondeur psychologique, de congruence entre ce qui est dit et ce qui est vécu intérieurement par celui qui parle. Les mots qui transforment vraiment sont ceux qui viennent d'un lieu d'intégration authentique, prononcés par quelqu'un qui a fait le voyage intérieur et qui parle depuis cette profondeur conquise. Cette communication possède un poids spécifique, une gravité qui ne peut pas être fabriquée ou imitée. Elle porte la signature de la vérité vécue plutôt que de la vérité simplement conceptuelle. C'est cette qualité qui crée l'autorité naturelle, ce respect spontané que les gens accordent à ceux qui parlent depuis leur centre intégré. Tu as maintenant accès à une compréhension profonde de ce qui constitue vraiment l'intelligence communicationnelle. Ce n'est pas un ensemble de techniques à appliquer mécaniquement, c'est l'expression naturelle d'un travail intérieur de conscience et d'intégration. Chaque conversation devient une opportunité de pratique, un espace où tu peux choisir consciemment de parler depuis ton authenticité plutôt que depuis tes mécanismes de défense. Cette pratique est exigeante, elle demande une vigilance constante et une volonté de confronter tes propres résistances. Mais elle offre en retour quelque chose d'infiniment précieux, la possibilité de communication véritablement transformatrice, de relations basées sur la vérité mutuelle plutôt que sur les masques sociaux. Ta voix, quand elle émane de ton centre intégré, possède le pouvoir de toucher, d'inspirer, de guérir, non pas parce que tu as maîtrisé des techniques de persuasion, mais parce que tu manifestes quelque chose que chaque être humain reconnaît au niveau le plus profond, l'authenticité courageuse de quelqu'un qui ose être pleinement lui-même. Le silence intérieur qui accompagne cette réalisation n'est pas un vide, mais une plénitude. C'est la paix qui vient de savoir que ta communication ne dépend plus de la validation externe, qu'elle ne cherche plus à compenser une insécurité profonde ou à prouver une valeur douteuse. Tu parles maintenant parce que tu as quelque chose de vrai à partager, parce que la connexion authentique vaut l'effort et le risque de la vulnérabilité. Cette transformation de ta relation à la communication transforme simultanément toutes tes relations. Les gens te perçoivent différemment, non pas parce que tu as changé ta façade, mais parce que la façade elle-même a été progressivement démantelée, révélant la présence authentique qui existait toujours en dessous. Cette présence commande naturellement le respect, crée spontanément l'autorité, génère organiquement l'influence, non pas par manipulation ou stratégie, mais par la simple force magnétique de l'intégrité psychologique. L'individuation est un voyage qui ne finit jamais vraiment. Il y a toujours de nouvelles couches à découvrir, de nouveaux aspects à intégrer, de nouvelles profondeurs à explorer. Mais chaque pas sur ce chemin se reflète immédiatement dans la qualité de ta communication.
Tu deviens progressivement capable de nuances plus fines, de présence plus soutenue, d'authenticité plus courageuse. Les conversations qui te terrifiaient autrefois deviennent possibles parce que tu n'as plus besoin de te protéger de la même façon. Les conflits qui t'auraient dévasté précédemment peuvent maintenant être traversés avec une certaine grâce parce que ton sens d'identité ne dépend plus de l'approbation constante de l'autre. Cette liberté intérieure se manifeste comme une présence stable, une qualité d'être qui ne fluctue pas sauvagement selon les circonstances externes. Et c'est précisément cette stabilité intérieure que les gens reconnaissent comme autorité véritable, comme une force sur laquelle on peut compter, une parole qui a du poids parce qu'elle est ancrée dans quelque chose de solide et de réel. Si cette réflexion a touché quelque chose en toi, partage-la avec quelqu'un qui cherche à comprendre sa propre profondeur. Quelle phrase t'a le plus marqué dans ce voyage que nous venons de faire ensemble? Et si tu veux continuer cette exploration de la psyché et de la communication authentique, si tu veux approfondir encore ce travail d'intégration qui transforme non seulement ta façon de parler, mais ta façon d'être au monde, rejoins notre communauté de membres. Nous sommes ensemble dans ce processus d'individuation, ce chemin difficile mais infiniment gratifiant vers une humanité plus complète et plus consciente.